Salut à tous, on y est. Nouveau concept et des guests tous plus disruptifs les uns que les autres. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi dans The Disruptors la légende, l'encyclopédie du basket, la voix de la NBA, le plus adroit de tous les médias, le GOAT des journalistes. George, Salut François. merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas? Très bien, merci François. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu arrives en France il y a 45 ans. 8 ans plus tard, c'est la révolution. Tu débarques sur Canal+, et là, on vit tous un truc de fou, ni vu, ni vécu auparavant. Comment as-tu réussi à faire accepter la culture américaine en France? Déjà, j'ai eu la chance que Canal me propose de commenter des matchs. Je me suis proposé à la chaîne sans trop y croire. Ils sont venus me chercher 2 semaines avant le premier match en me disant « Écoute, on fait un match ensemble » parce qu'ils ont trouvé personne d'autre en réalité. Et si c'est bon, on fera un deuxième match, mais si c'est pas bon, on trouvera ton remplaçant pour la deuxième semaine. Donc j'avais la pression et j'ai beaucoup préparé chez moi en regardant des matchs, en enregistrant ma voix pour voir si j'arrivais à faire tout simplement ce métier de commentateur parce que j'avais pas d'expérience. Et bon, le premier match s'est plutôt bien passé. Le patron de la chaîne, Pierre Lescure, a appelé Charles Bietri, qui m'avait fait venir, en disant « Oui, on va continuer un peu avec l'Américain. Il a l'air de bien connaître le sujet et on va le faire progresser. » Donc là, ouf de soulagement. Je savais que là, j'avais quelques semaines au moins pour trouver mes marques et pour, entre guillemets, m'imposer. Donc après, c'était tout un travail de faire découvrir au public français qu'est-ce que c'est la NBA. Parce que si on disait basket américain aux Français en 1985, ils disaient « Ah oui, les Harlem Globetrotters Ouais, c'est ça. » Mais en fait, la NBA, qui était diffusée depuis 3 ans en Italie, était très peu connue en dehors des États-Unis. Un peu plus en Italie, et là, on voulait faire un peu le même coup en France, faire comprendre, faire connaître le sport américain, d'abord le foot US et après la NBA. Et maintenant, ça fait 38 ans que ça fonctionne très bien et je suis considéré par beaucoup de Français comme celui qui a un peu introduit le basket américain dans ce pays. Ah non, mais c'est sûr, c'est pas à considérer comme, je te confirme, tu nous as fait vibrer, tu as ramené la NBA en France. Tu sais qu'il y a un paquet de mecs qui imitaient ta voix, tes expressions sur tous les playgrounds de France. Tu es au courant quand même de ça? Oui, parce que je jouais sur les playgrounds. J'ai arrêté ma carrière vers le début des années 90. J'ai toujours joué sur les playgrounds à Paris et j'ai même piqué des expressions. Je me souviens sur le playground vers la bibliothèque François Mitterrand, Tolbiac. Ouais. Il y a un jeune qui dit « Oh là là, ça ne défend pas, c'est Gruyère time ». Bon, alors moi, j'ai piqué tout de suite l'expression et c'est devenu assez célèbre par la suite parce que je m'en servais dès qu'il y avait une mauvaise défense. Aïe, 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 c'est Gruyère time et ça a bien fonctionné. Mais bon, la plupart de ces expressions, je les ai importées des États-Unis, les grands commentateurs de ma jeunesse, comme Chick Hearn, tous ceux qui commentaient la NBA le dimanche après-midi, les coast-to-coast, slam dunk, toutes ces expressions alley-oop qui font partie maintenant du langage basket en France. Ouais. C'était un peu mon idée de départ, c'était de les importer dans la langue française. En tout cas, c'est bien réussi. Tu es un pionnier, tu es un précurseur dans le game des médias, mais pas que. Pas que, parce que si je ne me trompe pas, tu avais une petite boutique de sport US à l'époque où personne n'avait fait ça sur Paris. C'est à nouveau un game changer. Tu es arrivé encore avec un truc disruptif dans la culture du basket français. Parle-nous un petit peu de cette boutique. Oui, ça s'appelait Magic Basket. Ça a dû démarrer vers 88-89. Donc, c'est des copains qui m'ont dit, tiens, ça serait une bonne idée de vendre merchandise ou les articles du sport américain parce que ça n'existait pas en France on pouvait pas en trouver, à cette époque-là.
Il faut dire que j'ai été très privilégié parce que, par exemple, David Stern, il est venu en Europe vers cette époque-là pour sonder un peu le marché, pour les droits télé, pour le merchandising et tout cela, on le sait maintenant, c'est bien développé. Et donc, j'ai un peu sauté sur l'occasion pour surfer sur ce mouvement qui démarrait. J'ai été aussi sous contrat avec les ballons Spalding. Donc Spalding, après, s'est imposé comme le ballon du basket aux États-Unis d'abord, mais ensuite partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est dommage que je n'ai pas eu ce contrat plus longtemps parce que mon petit pourcentage aurait pu représenter une fortune un peu plus tard. Mais bon, en tout cas, on était dans le bon filon. Le magasin s'appelait Magic Basket. Ça a plutôt bien marché. Ça a duré pendant 2 ou 3 ans. Et après, évidemment, les grandes marques comme Go Sport, Decathlon commencent à vendre les produits NBA. D'autres magasins ont copié notre principe. Et comme c'était un tout petit truc, une petite structure, on ne pouvait plus suivre parce que eux, ils allaient vendre des grandes quantités. Ils pouvaient faire baisser les prix, réduire les marges. Donc, on a bien vécu pendant, on va dire, 2 ans avec ça, sans devenir millionnaire pour autant. Mais c'était assez rigolo de voir tous ces fans qui regardaient les matchs sur Canal venir acheter des casquettes et des t-shirts dans notre boutique. Et c'est vrai qu'on était les tout premiers sur ce marché à l'époque. Ouais, précurseur. Alors aujourd'hui, tu vois, je t'invite, on est comme à la maison dans un salon, mais on est comme sur un playground. Pour moi, la culture playground, c'est important. J'ai commencé le basket sur les playgrounds. Il y a vraiment un truc, tu sais, l'énergie américaine, la culture hip-hop, la culture des playgrounds avant d'arriver sur le basket structuré. Quel est ton regard sur la culture playground, toi? Je suis comme toi. De toute manière, je n'avais pas le choix parce que j'étais toujours le dernier joueur évincé de mon lycée. Ensuite, quand j'ai fait des essais à l'Université de Florida où était allé Joachim Noah après, j'étais toujours le dernier, c'est-à-dire que s'il y avait 15 joueurs dans l'équipe, j'étais toujours le 16e meilleur joueur et le dernier joueur écarté du groupe. Donc, j'ai dû me débrouiller. Je jouais énormément sur les playgrounds à Winter Park, à côté d'Orlando, en Floride, où j'ai grandi. Et j'ai eu la chance d'avoir comme meilleur pote le 2e meilleur joueur de l'État de Floride. Donc lui, il jouait 5 heures par jour. Je le suivais partout. Et lui, il rencontrait tous les meilleurs joueurs de l'État de Floride, de la région autour d'Orlando, des futurs joueurs NBA comme Eddie Johnson, Otis Birdsong, Daryl Dawkins, des très grands joueurs. Et lui, il a joué 3 ans en NBA avant d'être une star en Italie. Il s'appelait Stan Pitkavich. Donc le fait d'être un peu son sidekick, c'est-à-dire son acolyte qui le suivait partout, qui l'accompagnait, et qui parfois a été choisi pour jouer dans les matchs avec des joueurs vachement forts, ça a fini par me faire progresser à un niveau où j'ai pu devenir à 20 ans professionnel en France. Ouais. Et j'ai même commencé en première division en France comme le 2e franco-américain à être qualifié pour ce championnat. Donc, aucune expérience dans les équipes organisées, ni au lycée, ni à l'université. Donc, j'étais un pur produit des playgrounds. Bon, j'ai joué dans les salles aussi, mais globalement, c'était vraiment sur les playgrounds. En côtoyant ces joueurs qui étaient beaucoup plus forts que moi, ça m'a fait progresser. Et après, j'ai fait 15 ans de carrière en France, 5 ans en première division, et j'ai été 2e meilleur marqueur de la 2e division 2 années de suite. Donc, je considère que pour quelqu'un qui n'a jamais pu dunker dans sa vie et qui n'a jamais été choisi dans une équipe aux États-Unis, j'ai fait plutôt une belle carrière de joueur et puis de coach aussi, et puis de dirigeant, malgré des débuts, on va dire, très amateurs. Donc, j'ai quand même eu de la chance. Mais moi, je trouve que c'est un truc aujourd'hui, et tu me diras ce que tu en penses, qui manque. On a du talent partout, on sait tous les joueurs draftés venus de France ou d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'on perd cette culture playground, on perd ce truc. Moi, je grandis à l'époque, je vois les Mustapha Sonko, tous ces mecs-là, les tournois Red Outdoor. J'ai joué contre eux sur les playgrounds de Paris, Dib Sonko, Tariq Abdoulouad. Et à l'époque, je pouvais tenir, j'étais beaucoup plus jeune, et c'était un sacré niveau. Hein. Parce que pour moi, c'est ce qui permettait quand même de développer une espèce de culture de la gagne. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes, ils sont dans un truc d'aller... Alors, ils ont du talent, ils ont accès aux choses, ils ont accès aux matchs NBA, ils ont accès à tout ça, chose qu'on n'avait peut-être pas pu avoir à l'époque.
Mais on dirait que c'est je vais à l'entraînement dans un gymnase et je rentre chez moi. Et il y a plus cette culture d'aller sur des playgrounds où tu passais des fois 5, 6, 7 heures, comme tu dis. Il y a 6 équipes autour. Si tu perds, bah, tu es obligé d'attendre que toutes les autres équipes aient fini de jouer pour avoir ta chance de jouer à nouveau. Et ça a développé une espèce de culture de la gagne, de dureté que j'ai du mal à retrouver aujourd'hui. Ça existe encore. Je vois très bien ce que tu dis. Disons qu'il y avait moins de divertissement pour les jeunes. Il n'y avait pas tous ces écrans, les téléphones, les iPads, l'ordi, les jeux vidéo, des choses qui malheureusement poussent les jeunes à rester collés dans leur canapé et grossir en mangeant des chips et en buvant des coca, plutôt que de sortir et aller arracher la victoire face à des joueurs plutôt costauds sur un playground. Mais il y a encore des joueurs de playground avec cet esprit. Moi, j'habite dans la banlieue parisienne et je suis parrain d'un playground dans la ville de Chatou, sur l'île des impressionnistes, où ils ont peint des tableaux très très connus, des très grands peintres comme Renoir. Et il y a un magnifique playground là-bas. J'ai parrainé et j'y vais presque tous les 2 jours, 3-4 fois par semaine. Et je peux te dire qu'il y a de tout. Il y a des joueurs qui viennent juste pour s'amuser, d'autres qui ne sont pas sérieux, d'autres qui se croient très forts, qui sont nuls, d'autres qui ont un potentiel mais ne se rendent même pas compte qu'ils ont un vrai potentiel. Et il y en a qui jouent en club, et il faut des heures sup sur le playground. Et c'est comme ça qu'ils progressent, et comme ça qu'ils arrivent à dépasser les autres qui ne se contentent que de leurs entraînements planifiés en salle. Donc, ça existe encore et je vois un peu tous les cas. Il faut bien choisir son playground sur Paris. Il y a certains où il y a un sacré, comme Cadet Gem par exemple, il y a un vrai niveau athlétique. Des bons joueurs. Pendant le Covid, on avait sur le playground de Chatou carrément les joueurs qui étaient privés de salle, qui jouaient en Pro B, en N1, en N2, en N3. Ils avaient aucun droit d'aller dans les salles. Donc, ils venaient tous sur le playground de Chatou et on avait un niveau de jeu exceptionnel. Bon, maintenant, les salles sont à nouveau ouvertes, tout le monde joue dans le championnat, c'est très bien, mais le playground est parfaitement complémentaire. Alors, en plus, moi, comme je n'ai plus le droit de jouer dans les championnats parce que j'ai eu un infarctus, donc j'ai plus de droit à mon certificat médical, je ne peux que jouer sur les playgrounds et je suis ravi de voir qu'il y a encore des jeunes ou des moins jeunes qui viennent régulièrement, qui viennent pour jouer la gagne, pour jouer un basket collectif, pas que du dribble, du 1 contre 1 et du mauvais choix dans les shoots. Il y a de tout, mais on peut parfois tomber sur des mecs qui jouent très bien et c'est très satisfaisant. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du basket français en NBA et de la NBA en France, si je puis dire, cette dualité des Français qui arrivent en NBA et de cette NBA qui arrive en France? Je suis la bonne personne à qui poser cette question parce que je me considère un peu comme un encyclopédie de la NBA parce que je suis ça depuis l'âge de 8 ans à peu près et assidûment. Et à partir de 1977, je me considère aussi un peu comme un expert du basket français parce que j'ai été professionnel et je voulais connaître tous les acteurs, l'histoire du basket en France. Donc j'ai suivi les 2 dossiers de très près. J'ai vu la professionnalisation du basket en France à partir de 88 avec la Ligue nationale de basket. Quand je suis arrivé en 1977, c'était encore ce qu'ils appelaient l'amateurisme bidon. On était des joueurs professionnels, mais c'était plus ou moins déclaré comme le rugby à cette époque-là. Donc, c'était moins professionnel, tout en étant assez professionnel, parce qu'il y avait des coachs comme Jean Gall qui étaient précurseurs, et il y avait aussi des coachs américains comme Bill Sweet, qui était un grand ami, qui avait joué à UCLA avec Jabbar, qui a gagné des titres. Et lui, il a importé toutes les méthodes de John Wooden, le grand coach de UCLA, dans le basket français. Il y a Kenny Grant, il y a d'autres entraîneurs américains, après les entraîneurs serbes, comme Boja Markovic, champion d'Europe en 93 avec Limoges. Donc pour moi, toute cette période, à partir de mon arrivée en 77, on a vu une progression du basket français grâce en grande partie à l'influence des joueurs étrangers, les joueurs américains qui viennent renforcer les équipes, seulement 2 par équipe à l'époque. Donc souvent des anciens joueurs NBA, tout le budget était sur 2 joueurs, donc ça faisait venir des gros joueurs. Maintenant, il y a 5 étrangers, donc ça dilue
le niveau des joueurs qui sont dans le championnat de France, par exemple. Je dis toujours aux jeunes que le championnat de France était beaucoup plus fort dans les années 70 et 80. Pourquoi? Parce que tous les meilleurs Français jouaient en France. Ils ne jouaient pas en Euroleague, ils ne jouaient pas dans la NBA. Les Dubisson, les grands joueurs sénégalais, ils étaient tous en France et ils étaient en équipe de France. Mais bon, ce basket français était assez instinctif, à l'image d'un coach comme André Buffier, que j'ai bien connu, qui était le coach référence. Mais c'était un basket basé sur les fondamentaux, pas trop les systèmes de jeu. Les systèmes de jeu et tout ça est arrivé avec les coachs étrangers, et notamment américains, qui ont aidé tactiquement le basket français à grandir. Les méthodes d'entraînement, les quantités d'entraînement, plein de choses comme ça. Donc, vous avez le basket français qui progresse, qui progresse. La NBA, à travers David Stern qui arrive en 84, qui va globaliser la NBA. Ils vont créer la Dream Team, la FIBA et la NBA. Donc là, ça va ouvrir les yeux à Tony Parker, Paul Gasol, Dirk Nowitzki. Oh, moi, je vois la Dream Team, je veux jouer dans la NBA et je commence à me préparer dès l'âge de 10 ans. Et ils sont arrivés. Et donc, il y a de plus en plus de joueurs non américains dans la NBA. Et notamment des Français, parce que le contingent des Français est toujours parmi les pays les plus représentés dans la NBA. Je crois qu'il était le pays le plus représenté jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'était ensuite le Canada qui est passé devant. Mais la Serbie. Bon, et puis on trouve des bons joueurs NBA un peu partout. Regardez Yao Ming, le Chinois, Ginobili, l'Argentin. Donc c'est totalement internationalisé, mondialisé, et tant mieux. C'est mieux pour le basket à travers le monde, et c'est mieux pour le basket NBA, parce que vous avez tous les meilleurs joueurs de toutes les nationalités, de toutes les couleurs, de toutes les religions, et ils sont là pour produire un spectacle extraordinaire. Donc tout ça pour dire que maintenant, la formation à la française est une référence mondiale. Il y en a parmi les grands experts qui considèrent que la formation à la française avec le système INSEP et les centres de formation, et aussi ce qui se fait en Serbie, en Allemagne, dans les autres pays européens, en fait, les joueurs s'entraînent beaucoup plus en Europe parce que leur vie scolaire s'adapte à leur vie de futurs sportifs professionnels. Et finalement, ils ont beaucoup plus d'heures de pratique et beaucoup plus d'entraînement sérieux que dans le système américain, où les heures d'entraînement sont très restreintes au niveau de la NCAA. Et on sait que le AAU, qui est complémentaire de la NCAA, est plus ou moins bien géré et plus ou moins positif par rapport à la formation des jeunes joueurs américains. Donc maintenant, les Américains regardent la formation en France, par exemple, avec beaucoup de jalousie et beaucoup de respect. Et le fait qu'on peut s'entraîner plus et parfois mieux avec des infrastructures de qualité, ça nous fait arriver au même niveau, voire dépasser la NCAA aux États-Unis. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, les Américains sont venus aider le basket français à grandir et à s'améliorer et arriver à un niveau où maintenant, parfois, on dépasse même ceux qui sont venus au début nous aider. L'élève dépasse le maître, en quelque sorte. Tout à fait. Le maître, Michael Jordan. Resitue-nous un petit peu dans le contexte de l'époque. Sa première venue à Paris. Toi, tu as pu le voir, le vivre. Stade Géo André, son passage sur Canal+. Parle-nous de ça. Alors d'abord, il est venu vers 85 et moi j'étais parti faire mes vacances en Floride, donc j'étais pas là à cette occasion et c'était très discret. Il a joué dans une petite salle à Boulogne-Billancourt, il y avait quelques dizaines de personnes, donc c'était vraiment pas un événement. Il venait d'arriver en NBA, il était à peine rookie. C'est ça, et la NBA venait d'arriver sur Canal, donc en fait c'était tout nouveau, on n'avait pas beaucoup d'abonnés, donc les gens ne connaissaient pas Jordan, ne connaissaient pas la NBA, donc c'était un peu trop tôt. Par contre, 5 ans plus tard, on arrive en 90, et c'est là où c'est incroyable, parce que j'étais le consultant de Nike pour toute sa tournée, notamment en France, et je leur ai dit, attention, maintenant les gens commencent à connaître la NBA, ils commencent à connaître Michael Jordan. Bon, il n'y a pas encore eu le Dream Team, il n'a pas encore été champion, mais il y avait des magazines de basket qui se vendaient à 100 000 exemplaires par mois, comme Mondial Basket, 5 Majors, et moi je participais à tout ça. Donc j'ai dit à Nike, attention, vous ferez mieux de louer Stade Pierre de Coubertin,
4000 places, voire Bercy, pour faire le show autour de Michael Jordan, qui va jouer dans 2 équipes, qui va avoir une grosse présence, et on va carrément le voir jouer. Et ils ont dit non, bah, vous avez vu, il y a 5 ans, on avait 100 personnes dans la petite salle. Donc, le salle de Girondins, 2000 places, c'est largement suffisant pour le nombre de personnes qui vont se présenter. Alors, on arrive au jour de l'événement, et il y a 10 000 personnes qui se pointent. Et donc, Nike. Sur 2000 places assises. Sur 2000, il y a 10 000 1500 assises et 2000 en mettant des gens debout un peu dans tous les coins. Donc il y a 5 fois plus que la capacité en fait d'accueil. Donc bon, la seule solution, je monte sur un bus et je dis à 8000 personnes, excusez-nous, on a sous-estimé l'impact de l'événement. C'était gratuit en plus. Ouais. Donc on vous demande de rentrer chez vous. Nous sommes désolés. Je me fais huer comme j'ai jamais été hué de toute ma vie. Siffler, huer, hurlements. Mais bon, les gens ont respecté la décision. Et donc, 8000 personnes sont rentrées chez eux. Et les 2000 qui étaient devant le fil d'attente, eux, ils ont eu le droit de rentrer dans la salle. Mais c'est là où l'aventure commence. Déjà, les gens pressent trop. Ils explosent une baie vitrée devant la salle. Donc, il y a du verre partout. Donc, on aurait dit un attentat. Et donc là, déjà, Nike et Jordan et ses avocats et son entourage, ils commencent à paniquer. Alors, on est dans les vestiaires de Girondins et Jordan dit, écoute, je ne veux pas faire l'événement. Les gens vont me sauter dessus dès que je sors des vestiaires. Ils vont m'arracher mes vêtements. Il risque d'avoir des blessés. Il faisait 35 degrés, il faisait super chaud. Donc les gens vont s'étouffer. Parce qu'en fait, on met 2000 personnes, il n'y avait que le terrain qui était dégagé. Ouais. Il y avait des êtres humains dans chaque centimètre carré de la salle, en haut, en bas, partout. Alors, c'est là où je prends sur moi de convaincre Jordan que je suis son protecteur avec son entourage et ses gardes du corps. Et j'explique à la salle que la première personne qui s'approche de Jordan, on annule l'événement et on ne fait pas le match. Et j'ai répété ça plusieurs fois. Donc, Jordan a accepté. J'ai réussi à le convaincre avec Nike. Alors là, ils étaient paniqués. Donc, j'explique aux gens plusieurs fois. Je dis, je compte sur vous. Si vous voulez que cet événement ait lieu, ça dépend de vous. Vous restez à votre place. Vous applaudissez. Vous aimez Jordan. Vous pouvez lui montrer. Mais il ne faut pas venir vers lui. Il ne faut pas quitter vos places. Et finalement, tout le monde a respecté ça. Et c'était un événement qui est resté dans les annales, dans mes souvenirs comme un de mes plus grands souvenirs. Parce que j'étais dans l'entourage proche d'une star mondiale. Et depuis ce jour, chaque fois que j'ai croisé Jordan dans ma vie professionnelle, il avait toujours un petit mot pour moi. Comment ça va, Georges? Tu te souviens à Paris en 90, on a failli mourir dans la salle. non, mais ça nous a fait vraiment une expérience en commun. Ça nous a rapprochés. Et donc, il a toujours eu un petit mot gentil pour moi. Parce qu'après, je l'ai interviewé des centaines de fois en faisant toutes les finales NBA et tout ça. Mais bon, ce jour-là, c'était vraiment un jour spécial parce que j'étais dans son entourage proche. Et pendant les quelques jours qu'il était à Paris, j'ai traduit ses conférences de presse. J'ai été son guide dans les rues de Paris où il était encore plus ou moins tranquille parce que c'était avant la Dream Team et tout ça. Donc, il a passé un séjour formidable. Et c'est là où on voit cette fameuse photo où je suis avec une horrible chemise, avec les plaques d'immatriculation. Avec un style un peu à la André Agassi de l'époque, avec les cheveux longs. Et Jordan à côté de moi à l'hôtel Intercontinental. Je lui avais fait une interview fleuve pour je ne sais pas quel magazine, 5 Major ou Mondial Basket à l'époque. Le plus long interview que j'ai fait avec lui. Bon, après, en 97, on l'a eu à nulle part ailleurs. Et ça, c'était le sommet par rapport à Canal+, avoir Jordan pendant 1 heure en exclusivité lors du tournoi McDonald's. Magnifique. C'était le net plus ultra. Tous les dirigeants de Canal sont descendus pour avoir son autographe. Il a refusé les autographes à tous les grands chefs. C'était à mourir de rire. Mais bon, je reviens sur 90. Ça sera toujours mon moment dans la vie intime de Michael Jordan et son entourage. Et donc, un de mes plus grands souvenirs. Est-ce qu'il est the GOAT pour toi?
Non, parce que je suis d'accord avec Jordan lui-même qui dit que le GOAT, c'est Bill Russell. Bill Russell qui a, on va dire, réinventé l'importance de la défense dans la NBA, du teamwork, le collectif, rendre ses coéquipiers meilleurs. En fait, il faisait tout pour que son équipe gagne. En commençant par défendre, en intimidant ceux qui voulaient venir marquer des paniers. Il suffisait qu'ils fassent comme ça et tout le monde avait peur de se faire contrer. Parce que c'est des joueurs comme Chamberlain et Russell, ils mettaient 10 contres par match à leur époque, mais ce n'était pas comptabilisé. C'est pas comptabilisé dans les stats. Voilà. Donc Jordan dit que c'est Russell. 13 saisons, 11 titres de champion, donc record pour tous les sports confondus. Et surtout les 2 derniers titres, il était entraîneur-joueur. Ça, c'est fou. Entraîneur-joueur. Premier noir à entraîner dans le sport pro-américain. Et joueur majeur, la star de son équipe, même s'il était vers la fin de la carrière. Il gagne le dernier titre, 7e match sur le terrain des Lakers face à Chamberlain, Elgin Baylor et Jerry West. Il gagne le match 7. Son 11e titre. Donc je suis d'accord avec Jordan, c'est celui qui a gagné le plus de titres et qui a eu le plus d'influence sur le basket à son époque, c'est Bill Russell. Donc c'est lui le number 1. Après Jordan, pour moi, c'est numéro 2, à peu près à égalité avec Kareem Abdul-Jabbar, parce que Jabbar, il a 6 titres aussi, 6 fois MVP. Meilleur marqueur de tous les temps. Meilleur marqueur de tous les temps. Donc il n'est pas loin. Mais disons que, on va dire que l'effet mondialisation tout autour de Jordan avec le marketing Nike, avec le marketing NBA, le fait qu'il gagne 6 titres en 6 finales et 6 fois MVP des finales, pour moi, ça le met 2e derrière Russell. Après, on va mettre Kareem Abdul-Jabbar. Et peut-être après LeBron James. C'est vrai qu'il va dépasser Jabbar comme meilleur marqueur. Il a 4 titres, il a fait 9 finales, il a fait une carrière fantastique et il était assez exemplaire en dehors du terrain aussi, comme leader pour se battre pour la justice pour les minorités, par exemple. Donc j'ai du respect pour lui, c'est ce que Bill Russell a fait à son époque. Donc voilà, pour moi le GOAT c'est Russell et Jordan derrière, mais c'est clair que pour la génération des années 90-2000, le fait que Jordan a été tellement énorme, son aura a porté la NBA vers les summums. Ton top 5 des plus beaux dunks de l'histoire du dunk contest. T'en as fait des tonnes, les All-Star Games que tu as vécu, que tu as commenté, sur lesquels tu as été en personne. Est-ce que tu peux sortir 5 dunks qui sont vraiment... Oui, alors des dunks très précis. Moi, je pense qu'il faut commencer quand même avec le dunk de Julius Erving dans le premier concours de dunk ABA quand il saute de la ligne de lancer franc. Parce qu'on ne savait pas que c'était faisable. Il l'a fait. Et il l'a fait dans un moment authentique de... Tout le public est là avec les yeux écarquillés en train de... Mais qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est pas possible. Et ça a mis un peu le concours de dunk sur l'avant-scène. Et après, la NBA a copié le principe de la ABA. Bon, alors après, franchement, quand Jordan en 88 bat Dominique Wilkins, donc Jordan, meilleur marqueur NBA, c'est à Chicago, meilleur défenseur NBA et vainqueur du concours de dunk chez lui à Chicago. Quelle année? En sautant toujours de la ligne de lancer franc. Mais lui, il rajoute le truc, il reste en l'air en 2 temps. Voilà. Donc on sent qu'il est en l'air plus longtemps que Julius Erving. Donc ça doit être numéro 2. Et voir peut-être une autre dunk de ce concours-là. Mais après, il faut aller vers Vince Carter en 2000, peut-être prendre le plus beau dunk de ce concours-là. Et après, le plus beau dunk du concours entre Aaron Gordon et c'était Zach Levine. Zach Levine, voilà. Magnifique. Donc il y a eu plusieurs dunks là du jamais vu. Et c'est très difficile parce que tout a déjà été fait. Et eux, ils ont mis la barre encore plus haut que Jordan et Dominique Wilkins, avec des vrilles en l'air, attraper les balles sur la tête de quelqu'un pour dunker après un 360. Donc vous choisissez le meilleur dunk de ce concours-là et ça rentre aussi dans mon top 5. Ça fait le top 5. Ok. Bon, mais j'ai une petite dernière question pour clôturer l'interview. Un petit scoop, j'aimerais bien. Est-ce qu'on entend parler d'une potentielle retraite de Georges Eddy? On n'y croit pas. J'ai 42 ans.
Ça fait 35 ans que j'entends Georges Eddy dans mes oreilles. J'ai l'honneur d'être avec toi, face à toi aujourd'hui. On est souvent côte à côte dans les émissions Canal NBA. Ça va s'arrêter. C'est The Last Dance, really. Non, bah, quelque part oui. Je pense faire encore 2 ans Okay. de NBA sur Canal Plus Afrique et terminer en beauté avec les Jeux Olympiques à Paris, que Magnifique. j'espère commenter pour Europe 1. Parce que maintenant, Europe 1 fait partie de Canal Plus. Ok. Ça m'intéresse de faire les Jeux Olympiques, tous les matchs de basket à la radio pour changer, pour connaître autre chose et pour être présent sur un événement mondial à Paris. On a tous rêvé de ça. Ça va avoir lieu et je ne voulais pas passer à côté. Mais c'est très drôle parce qu'en réalité, 4 fois dans ma carrière, j'ai déjà vécu mon propre enterrement ou retraite, si vous voulez, tout en étant encore vivant. En 2012, on perd les droits NBA à Canal France et on dit que c'est la fin de Georges Eddy. Bon, heureusement, Canal m'a gardé et j'ai pu me relancer à partir de 2015 en faisant la NBA sur Canal Plus Afrique. Donc on croyait que c'était la fin, mais j'ai réussi à survivre. 2015, Canal Plus arrête la chaîne Sport Plus qui diffusait beaucoup de basket. Tous les journalistes de basket partent. Et logiquement, je devais partir aussi. Mais c'est là où Canal Afrique est devenu de plus en plus important. Et Canal a voulu me garder pour être un peu un figure emblématique de Canal Plus Afrique en faisant la NBA chaque semaine. Donc là, à nouveau, j'ai échappé à la mort professionnelle. J'ai continué. Et la dernière fois, c'est quand j'ai fait mon dernier match de l'équipe de France récemment à l'Eurobasket. Tout le monde a annoncé c'est le dernier match de Georges Eddy avec l'équipe de France parce qu'on était en fin de contrat et on n'avait pas le contrat pour l'équipe de France par la suite. Donc c'est vrai qu'on ne me verra plus sur Canal Plus France commenter du basket en dehors du match NBA en janvier. Mais là aussi, c'était comme des funérailles où je recevais des honneurs et des trophées de partout. Ouais, ça, y a eu des... C'était incroyable. Mais bon, c'était très agréable de savoir que les gens t'apprécient. C'est gros génial. soutien, ouais. Donc bon, et c'est très bien aussi de vivre ces funérailles tout en restant en vie. Le GOAT, tu restes debout, Voilà. on essaie de te faire tomber, mais non, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, je soupçonne qu'à l'occasion de ce match NBA à Paris en janvier, ça va être le 4e enterrement. Parce qu'ils vont dire, ah, bah, c'est la dernière fois qu'on voit Georges Eddy sur la France commenter la NBA, blablabla. Donc je suis prêt à revivre encore un enterrement glorieux. Mais bon, c'est anecdotique. Je suis ravi de encore faire 2 ans de NBA avec toi sur Canal Plus Afrique. Eh ben merci pour tout. En tout cas, à mes yeux, tu es de GOAT. Merci de m'avoir honoré et de m'avoir fait ce plaisir de répondre à mes questions. Je te souhaite encore plein de bonnes choses. Continue de nous faire rêver. Et puis, une prochaine, peut-être, dans les Disruptors. Et peut-être sur un playground, parce que pour ma retraite, j'ai envie de me consacrer à faire rénover et faire construire des beaux playgrounds partout en France. Eh ben, compte sur moi, avec grand plaisir. Entendu. Merci, Georges. Merci à toi, François.